Bonjour, mon nom est Suzanne Masson. Je suis coordonnatrice pour les services aux proches aidants à l'Association bénévole de l'île d'Orléans, qu'on appelle communément l'ABIO. La rencontre d'aujourd'hui est rendue possible grâce au financement de l'appui Capital National. Nous allons aborder aujourd'hui le sujet de l'aidant et l'apprentissage des maladies cognitives. Ce sujet a été suggéré par un aidant qui rapportait être parfois dérouté par les changements évolutifs de son aidé. Alors, nous allons faire ce voyage-là ensemble en espérant que ça va pouvoir rendre service à plusieurs. Ça ne sera pas long, voilà. Alors, d'abord, les définitions, bien sûr. Alors, c'est la définition de l'appui Capital National. Donc, un proche aidant, c'est être une personne proche aidante, c'est avant tout avoir un lien d'affection avec l'aidé, voisin, ami, ancien partenaire de vie, qui fait en sorte que l'on répond à son besoin. Donc, rappelez-vous que vous êtes proche aidant à partir du moment où vous donnez de l'assistance à une personne de façon régulière. Les personnes aidées ne sont donc pas seulement des aînés. Alors, ça peut être autant un enfant, une personne de votre âge ou une personne aînée. Maintenant, un aidant, on regarde dans la globalité de l'aidant, comme ça peut être votre parent, même si vous êtes un adolescent. Accompagner un proche apparaît très souvent comme une évidence. On le fait de façon spontanée. Ah oui, c'est normal que madame aide monsieur ou que monsieur aide madame, c'est son conjoint, c'est sa fille, c'est son père, c'est sa mère. Alors, parfois, on va traiter ça comme une évidence pourtant. Cependant, les notions de devoir et d'obligation peuvent aussi pousser les aidants, notamment la famille, à s'engager. Alors, parfois, on va sentir qu'il y a une désignation naturel qui s'est fait et on se sent obligé d'être l'aidant d'une personne. On va démystifier ça ici. Alors, or, il n'est pas forcément facile ou naturel d'accepter cette responsabilité. La raison pour laquelle on ne parle plus d'aidant naturel ici au Québec, mais on parle plutôt de proches aidants. Sachez que vous n'avez aucune obligation à le faire. Alors, c'est là, les petits pointillés, c'est parce que j'ai enlevé une partie du paragraphe, bien sûr, pour ne pas alourdir, mais pour aller droit au but, vous n'êtes pas obligé, personne n'est obligé d'être l'aidant d'une autre personne. Ce qui est important, c'est de porter assistance à une personne en difficulté. Ça, c'est dans le Code civil provincial, c'est légal, c'est une obligation de chacun. Mais être proche aidant, ce n'est pas une obligation. Ce doit être un choix et une entente entre les deux parties. On le souhaite. Donc, pour aller dans le vif du sujet, j'ai pensé de prendre le temps avec vous de regarder les définitions de maladies cognitives parce qu'il y a beaucoup d'appellations. Alors, on va parler parfois de maladies cognitives, de troubles cognitifs, de maladies neurodégénératives, de confusion, de maladies apparentées. Et ici, parce que j'ai pris la définition dans le DSM-4 donc le dictionnaire de la médecine, on parle de démence. Alors, c'est aussi un terme qu'on va entendre un peu moins maintenant, mais qui a été longtemps utilisé et qui va l'être parfois dans certains milieux. Alors ici, on dit donc en lien avec différentes demandes existantes. Donc là, on fait une définition globale. Les affections partageant les mêmes caractéristiques ou un tableau symptomatique similaire. Alors, on va parler là, on va le voir un petit peu plus tard, de différents volets de maladies de confusion qui peuvent être liées à un trouble coronarien, de maladies liées à Alzheimer. On va parler parfois, on va introduire Parkinson. Aujourd'hui, on va le faire. Et dans le fond, on va aller parler de toutes les maladies cognitives par rapport à un lien avec tout ce qui est neurologique, tout ce qui est traité de façon neurologique dans votre cerveau. On va l'associer souvent aux maladies cognitives. Donc, selon cet angle, les troubles cognitifs peuvent se présenter sous de multiples formes,
dont fait nécessairement partie l'altération de la mémoire. On va aller voir ça un peu plus loin. C'est une définition de voyez. Ici, quand on continue dans le DSM-4, on va parler autres détériorations dans les fonctions cognitives, telles que le trouble de l'orientation, l'apraxie, l'agnosie, l'aphasie, le trouble des fonctions exécutives et le trouble du raisonnement et du jugement. Toutes des choses qu'on va regarder un petit peu plus loin peut-être. On va pouvoir redéfinir ça dans un autre contexte. Les déficits doivent représenter un déclin significatif comparatif aux capacités antérieures et s'avérer suffisamment sévère pour affecter les activités professionnelles ou sociales de la personne, en somme son fonctionnement. Alors, on va parler d'une détérioration lorsque, je vous résume ça, lorsque la personne n'a plus le fonctionnement régulier qu'elle doit avoir. Ça peut arriver dans certaines maladies de confusion que ça va être temporaire, surtout quand c'est lié à un problème coronarien. Souvent, quand on réussit à traiter le problème coronarien, le trouble cognitif va disparaître. Alors, on ne parle pas nécessairement ici de toujours des maladies ou des troubles permanents, mais majoritairement, ça en est. Quand on parle ici de Alzheimer et Parkinson, ce que j'ai trouvé important de vous ramener, c'est sûr que je ne vous ferai pas ici aujourd'hui les explications de ces maladies-là au complet. Le but pour moi, c'est de donner de l'information à vous, les aidants, pour vous aider à agir dans le quotidien. Alors, on ne fera pas un détail de toutes les maladies. Par contre, j'avais des petites choses que je trouvais importantes de vous communiquer, du moins de mettre à jour avec vous. Alors, pour Alzheimer, ici, parmi ces facteurs de risque, on trouve le fait d'être inactif sur les points intellectuels, social ou physiques, la dépression, l'hypertension, le diabète, l'obésité et le tabagisme. Plus de la moitié des cas de maladie d'Alzheimer seraient attribuables à des facteurs de risque modifiables. C'est pas pour rien. Je vous ai ramené ça parce que lorsqu'on va à des conférences annuelles qui nous montrent le résultat des recherches, les cheminements et tout ça, on nous rappelle depuis le début et de plus en plus qu'on peut avoir un impact sur cette maladie-là en agissant dès maintenant, tous. On n'a pas besoin d'attendre un diagnostic. Pour éviter que la maladie d'Alzheimer s'installe, on peut donc, ce qu'on nous dit là, poser des actions comme maintenir des activités intellectuelles, que ce soit des casse-têtes, des mots croisés, des mots mystères, des lectures. Plus vous allez stimuler votre intellect, mieux c'est. Plus votre cerveau a à faire des choses nouvelles, plus vous déstabilisez la formule parce que dans la maladie d'Alzheimer, le cerveau cherche toujours les mêmes chemins. Alors, si on lui montre constamment de nouveaux chemins, on vient de s'aider. Donc, faire de nouveaux apprentissages, c'est fantastique au niveau intellectuel. On nous parle souvent de l'alimentation. Dans les dernières années, on nous a parlé du régime méditerranéen. Donc, faites une petite recherche Google si c'est nécessaire ou allez voir sur YouTube concernant le goût. J'ai fait une vidéo là-dessus dans Sérénité, trucs et astuces. On va revenir sur les 5 sens, comment ils ont une importance. Et un peu d'exercice et des bonnes habitudes de vie. Alors, tout ça, ça peut vous aider à éviter de développer la maladie d'Alzheimer. Et si vous avez un diagnostic et que vous avez des habitudes concernant le tabac, les sucreries, vous pouvez amener certaines modifications. Il n'est jamais trop tard pour agir. Présentement, la recherche n'a pas établi de traitement efficace pour une guérison. Par contre, vous et moi, on peut faire des choses dans la vie de tous les jours. Alors, comme aidant, quand vous savez ça, vous pouvez intervenir pour aider votre aidé en installant donc des activités et un processus dans le quotidien qui va faciliter l'exercice, l'alimentation et la stimulation intellectuelle.
quand on parle de la maladie de Parkinson, ici, on nous dit que c'est la deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente après Alzheimer. Donc, on entend beaucoup parler d'Alzheimer et ensuite, on entend parler du Parkinson. Ici, bon, des petits termes un peu médicaux, là. C'est une neuropathie sous-corticale où il y a perte de cellules, dans des structures sous-corticales, en l'occurrence, le corps strié. Ce n'est pas une démence. La maladie de Parkinson n'est pas une démence, donc la personne ne va pas avoir de troubles de mémoire et de troubles de fonctionnement intellectuel. C'est vraiment un problème neurologique au niveau physique qui va avoir de l'impact sur tout ce qui est musculaire, mouvement, tout ce qui est moteur, beaucoup plus. Et par rapport à la voix, on va voir des changements par rapport à l'odorat aussi. Si vous allez voir encore une fois la capsule YouTube sur l'odorat, vous allez voir, j'en parle de l'impact du Parkinson et de l'avancée des recherches. Donc ici, on nous spécifie que ce n'est pas une démence. Il va y avoir présence de démence seulement dans 25% des cas. Alors, c'est déjà un plus. Pas qu'on veut davantage une maladie que l'autre, mais on n'a pas à agir comme s'il y avait une démence quand on est devant quelqu'un qui a la maladie de Parkinson. Excusez-moi, je vais tourner mes petites pages pour qu'on se suive bien. Alors, ce que vit l'aidé. Avant de vous parler comme aidant, je veux vous présenter un peu ce qui se passe pour l'aider parce qu'on peut être porté à l'oublier et simplement de se rappeler ces quelques éléments, ça peut nous permettre peut-être de développer un peu plus d'empathie et de mieux accompagner l'aidé. Apprendre qu'on est atteint d'une maladie chronique, évolutive, ça implique une importante remise en question de sa vie. Ce que ça fait, c'est que ça change le sens qu'on donne à sa vie. Si je prends mon exemple, je prends ma retraite en me disant, bon, je vais pouvoir enfin voyager, apprendre une nouvelle langue et je sais pas, plein de projets, aller voir mes petits-enfants, tout ça. J'apprends que j'ai une maladie chronique, qui est une maladie dégénérative, Alzheimer, Parkinson ou un autre trouble de confusion. Je vais peut-être maintenir mes projets ou pas. C'est sûr que ça va m'amener à réévaluer mon choix. Ça va m'amener aussi à voir est-ce que j'ai besoin d'assistance médicale? Est-ce que je dois passer souvent des examens médicaux? Est-ce que si je vais dans d'autres pays, j'avais prévu de partir 6 mois en Amérique du Sud. Est-ce que ça va être quelque chose d'aidant pour moi? Et qu'est-ce que je peux faire pendant que je vais être là-bas pour être sûr d'avoir l'assistance nécessaire en cas de besoin? Vous voyez, juste ça, c'est pas une préoccupation qu'on a avant de recevoir un diagnostic. À partir du moment où on a un diagnostic, ça change les perspectives. À cela s'ajoute la difficulté de mettre son entourage au courant. Ça, je vous dirais, là, c'est le plus gros morceau. Peu importe la maladie, dès qu'il y a une connotation de ma vie est en jeu ou ma qualité de vie est en jeu, il y a toujours la grande décision de est-ce que je le dis? Est-ce que je le dis pas? À qui je le dis? Comment je le dis? Est-ce que je choisis un contexte pour le dire? C'est toute une nouvelle préoccupation qui s'installe. Alors, c'est l'aidé qui vit ça, là. C'est sûr que comme aidant, si vous êtes là à partir du moment du diagnostic ou quand apparaissent les symptômes, probablement que vous êtes dans cet accompagnement-là. Mais si vous arrivez après, bien, c'est important de se rappeler qu'il y a eu ce bouleversement-là qui est à la fois émotif, intellectuel et physique. La personne le vit dans ces 3 sphères-là et on pourrait même dire dans un 4e sphère qui est toute qui va ébranler ses croyances, sa spiritualité. Ça dès que, on remet en question le sens de notre vie, peu importe la raison, souvent, on va être ébranlé au niveau de la spiritualité et de nos croyances.
Accepter de se faire prendre en charge et de prendre un traitement revient à accepter que l'on est malade. Donc, ça veut dire qu'on se sent obligé de faire une acceptation, ce qui peut prendre plus ou moins de temps en fonction des réactions de chacun. C'est ce qui fait que parfois, des gens vont avoir, avant même d'avoir un diagnostic, ils vont reconnaître certains symptômes, vont faire des lectures et vont décider de ne pas consulter pour ne pas être confrontés au diagnostic. Alors, il faut laisser le temps à chacun. D'autres fois, c'est à partir du diagnostic, les gens vont prendre un recul et se demander si vraiment ils veulent un traitement ou pas. Là, il peut y avoir de tout. Il peut y avoir des pensées suicidaires, il peut y avoir de l'agressivité, il peut y avoir une période où la personne est abattue, une période de détresse. C'est un choc. Alors, tout ce qui entoure un phénomène de choc va être présent. C'est important d'en tenir compte dans votre accompagnement, que vous arriviez avant ou après le diagnostic ou pendant. Vous allez vivre le choc avec la personne, peu importe. Pardon. On va aller voir comment on continue avec ça. Alors, ici, la communication, c'est vraiment pour vous, les aidants. C'est sûr que ça peut l'aider si vous êtes les deux à regarder cette vidéo-là. J'ai le goût de vous dire que si à un moment donné, vous perdez le nord de la situation, vous avez l'impression de vivre le jour de la marmotte et que vous vous sentez pas bien dans ce qui se passe, revenez à la base. Et cette base-là va toujours être la communication. C'est vraiment, je l'ai écrit, votre pierre angulaire, tout va partir de là. Dès qu'il y a une désorganisation, prenez un peu de recul et revenez à la base. Vous allez voir les quelques prochaines diapositives, c'est vraiment un ABC de l'aidant qui peut aider dans toutes les situations. Et je le répète, si l'aidé est à l'écoute ou du moins que vous pouvez le partager, votre opinion, votre perception de la chose avec l'aidé, ça peut être bon pour vous permettre d'aller un petit peu plus loin, OK? Ça vous permet aussi d'être davantage dans l'accompagnement si vous partez de cette démarche-là de la communication, plutôt que d'être dans la confrontation. Parce que ça va être inévitable qu'il va y avoir des moments de confrontation ou des moments de tiraillement entre l'aidant et l'aidé dans le quotidien. C'est de l'humain. On est des êtres humains et c'est pas parce que vous êtes un aidant que vous avez tout à coup une auréole sur la tête et que vous devenez parfait. Et ce n'est pas parce que la personne est un aidé que cette personne-là doit être soumise à tout et accepter tout. Il va y avoir des moments de rébellion des deux côtés. C'est très sain. Ça, il ne faut pas s'opposer à ça. Il faut prendre le temps de le vivre. Il faut prendre le temps de tout voir ça. Donc, on va prendre les deux éléments ici, on va en discuter. La base de toute relation, c'est la communication verbale et non verbale. Pensez à toutes les relations humaines. Sortons de la sphère aidant-aidé. Dans toutes les relations humaines, la base, c'est la communication. Parfois, vous allez être dans un endroit, personne ne s'est adressé la parole, mais vous croisez de regards, vous voyez des mouvements, puis vous avez le goût d'aller plus vers une personne que vers une autre. C'est son non-verbal qui vous a comme donné le OK, je suis disponible pour échanger ou j'ai le goût de rencontrer des gens aussi. Donc, il y a des messages non-verbaux qui sont là dans la communication, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Tout ce qui est communication verbale, c'est la base de notre échange comme être humain, notre base de fonctionnement de est-ce que tu trouves qu'il fait beau aujourd'hui? Allons prendre une marche, es-tu d'accord? Tout passe par là. À partir du moment où la communication verbale est atteinte et en tout cas vit des changements suite à une maladie, il faut faire attention de ne pas mettre votre énergie sur la perte. Qu'est-ce que la personne perd? Avant la personne m'entendait bien, peu importe dans quelle pièce j'étais. Maintenant, je dois être devant la personne pour m'entendre. C'est tannant, je veux pas être... Là, vous voyez, je suis en train, dans l'exemple que je vous donne, je suis en train de focaliser sur la perte. Si j'investis sur ce qui est présent, quand je suis devant la personne, elle m'entend bien.
Alors, votre énergie va aller là plutôt que de mettre de l'énergie sur ce qui n'est plus là. Fait que juste des petites choses comme ça à vous rappeler, c'est bien. Et de toute façon, on devrait toujours faire attention d'être près des gens ou face aux gens pour leur parler. Imaginez là, que vous avez juste les diapositives et que vous ne me voyez pas, ça changerait peut-être votre perception de l'information. Ensuite, on dit la qualité de la relation antérieure à la situation aidant-aidé va être exacerbée. Ça, c'est une chose que je répète probablement pas assez souvent quand j'ai les rencontres avec les aidants. Il faut toujours se rappeler que vous êtes qui vous êtes et que vous n'avez pas changé. L'aidé est la personne qu'elle est et cette personne n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est le contexte, la présence d'une maladie ou la présence d'un besoin de soutien et votre rôle un envers l'autre. C'est ça qui a changé. Les personnes n'ont pas changé. Donc, si avant, parler ou se dire des choses anodines ou intimes était facile, ça va continuer d'être facile. Si c'était difficile, ça va continuer d'être difficile et ça va être pire. Et si c'était selon les sujets, ça va être la même chose et probablement qu'il va y avoir plus de sujets tabous encore. On va aller le voir, on va prendre des exemples très concrets, mais ça, c'est pas pour rien que je vais appeler ça votre pierre angulaire. C'est rappelez-vous que vous êtes les mêmes personnes. C'est le contexte qui a changé. Si vous vous adressez à l'aider comme étant la personne que vous avez toujours connue, ça devrait bien aller, ou du moins pas si pire. Et vous allez probablement avoir des moments de complicité et de fou rire qui vont émerger de ça. Si vous ne tenez pas compte des personnes que vous étiez avant la situation, vous allez donner entièrement pouvoir à la maladie et la situation aidant-aider sans le respect de qui vous êtes et de qui est l'autre. Donc, automatiquement, on s'en va vers, pour vous, en épuisement, en torture mentale, que je dirais, parce que les scénarios vont s'installer, en envahissement de toutes les responsabilités, en inquiétude constante pour l'autre et en oubli de qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez besoin. Et pour l'aider, ce que ça va faire, c'est que toute son énergie va aller sur les pertes, sur la maladie et sur une mort abrégée ou une fin éventuelle moins agréable que ce qu'elle avait prévu. Comment voulez-vous qu'il ressorte quelque chose d'agréable de ça? Alors, il faut se donner une petite chance tout le monde. Voici, on va regarder ensemble comment on va s'y prendre. Alors, je vous ai mis, donc, oui, je vous mets en titre, le cheminement dans la maladie va nécessiter plus d'empathie et plus de compassion. J'ai fait exprès d'écrire le plus parce que même s'il y avait déjà de l'empathie et de la compassion, ou s'il n'y en avait pas, on va vous en demander un peu plus. C'est la situation va vous demander un peu plus que ce qui est dans le standard habituel de toute relation, interrelation. Excusez-moi 2 petites minutes. Donc, si on prend un aidant qui est autonome, vous êtes habitué de faire vos choses, vous gérez votre agenda, vous vous préoccupez de rien, et un aidé qui est dépendant. Je vais vous expliquer de dépendant. On va prendre un exemple. Pour faciliter les choses, je vais me prendre en exemple, là, même c'est fictif, là, mais alors moi, je suis habituée de faire mes affaires, de me préoccuper de rien, de faire mon agenda sans nécessairement communiquer à mon conjoint tout ce qui se passe dans ma vie professionnelle et quand je vois des amis, quand j'en vois pas ou des choses comme ça, on va échanger, mais je me sens autonome dans tout ce que je fais. Je n'ai pas à le consulter, on va dire, dans ce que je fais. On va dire que mon aidé, mon mari, en l'occurrence pour l'exemple, lui est dépendant de moi à un niveau qui est le repas. Si moi, je m'absente pour quelques jours et que je n'ai pas planifié des repas
qui sont déjà au frigo et qu'il a à mettre au micro-ondes, il ne mangera pas. Alors, il va fouiller dans les armoires, ou il va aller au restaurant, ou il va grignoter tout ce qui se trouve sous la main, croustilles, gâteries, n'importe quoi, là, tout ce qui tombe sous sa main, mais il ne se fera pas de repas complet. Alors, vous voyez, là, moi, je suis l'aidant qui est autonome et l'aidé, lui, qui est dépendant. Mais donc, si on installe ça dans un contexte où il a besoin d'aide, qu'on est vraiment, il y a une situation de maladie, un trouble cognitif qui s'installe, ça veut dire que moi, je vais sentir que je dois penser davantage à lui. Je dois davantage me préoccuper de est-ce qu'il va prendre des repas ou pas. Ça veut dire que peut-être que je vais lui mettre une petite note, peut-être que je vais l'appeler avant chaque repas pour lui dire d'aller au frigo, de choisir un repas, combien de temps le mettre au micro-ondes. Peut-être que je vais l'accompagner dans le processus parce que je sais que si je ne suis pas là, habituellement, il ne mangeait pas. Le fait qu'il y ait une maladie cognitive qui s'installe, non seulement il ne le fera pas, mais peut-être qu'il n'ira même pas grignoter ou qu'il n'ira même pas au restaurant parce qu'il n'y pensera pas. Donc, je sais qu'il dépend de moi pour s'alimenter. Je dois développer un mécanisme supplémentaire ou l'inscrire à la popote roulante ou demander à des amis, des voisins, de la famille d'aller porter des repas ou d'aller l'accompagner ou de sortir des repas. Donc, il y a un mécanisme qui s'installe, il y a une énergie différente qui est demandée pour moi. Vous voyez, quand je vous dis ça va vous demander plus d'empathie, plus de compassion? On va aller maintenant avec l'aidant qui est dépendant, donc moi, et l'aidé qui est autonome, mon conjoint. Alors, moi, habituellement, c'est lui qui fait à manger. Et moi, habituellement, je fais mes affaires, là, mais si j'arrive ici, à la maison, le repas est préparé, et il a déjà tout planifié, c'est lui qui fait la liste d'épicerie. Si on a une sortie au restaurant, ben, c'est lui qui y a pensé, il a même choisi le restaurant. Donc, vous voyez, là, la démarche est très différente. Pourtant, c'est moi qui deviens aidante parce que c'est lui qui développe un trouble cognitif. Alors, j'ai un effort supplémentaire à faire parce que là, non seulement je dois penser à moi, parce que je ne le faisais pas avant, mais je dois penser à est-ce qu'il va le faire? Et on sait très bien que dans les cas de maladie d'Alzheimer ou de tous les troubles de confusion, la personne, ce n'est pas du jour au lendemain, ce n'est pas un yogourt qui passe date, là, les maladies. Là. Alors, il y a un processus. Donc, peut-être qu'au début, il va commencer à faire une recette, il ne la finira pas. Peut-être qu'il ne va pas la commencer, mais si je lui en parle et avec un peu de support, il va être capable de la compléter, puis je vais juste l'accompagner au début. Peut-être qu'il va me demander qu'est-ce qu'on fait, il va rester devant le frigo, puis il va regarder, il va penser à préparer les choses, mais il n'y aura pas le mécanisme de sortir les aliments. Alors, ça veut dire que moi, je dois penser à décortiquer les étapes, et on va le voir tout à l'heure, pour pouvoir l'aider à continuer dans son autonomie le plus longtemps possible et à répondre à son besoin et aux miens. J'espère que vous voyez un petit peu les marches. Là. Et ça va être différent par chaque personne. Je vous rappelle, on garde notre identité propre. On reste qui on était. Ce qui change, c'est le contexte d'une maladie cognitive qui s'installe. Alors, l'aidant qui est dépendant, donc toujours moi, et l'aidé qui est dépendant. Alors, donc, si on était les deux dépendants, ça veut dire qu'on a déjà probablement un mécanisme d'acheter des repas tout prêts, de fréquenter des restaurants, d'avoir des amis ou un service de popote roulante qui nous fournissent à manger. Peut-être qu'on a même un chef qui vient à domicile qui nous fait à manger. On a déjà des choses qui sont là. Ce que ça va faire, c'est que si moi, je dépends déjà de mon conjoint ou d'une autre personne ou d'un autre service pour m'alimenter et mon aidé aussi, ça veut dire que ni un ni l'autre va entretenir le mécanisme d'aller acheter les repas, de choisir de planifier les achats, de s'assurer que les livraisons vont être faites, de voir est-ce qu'il y a des choses dans le frigo parce que
on attendait que tout se fasse tout seul par ailleurs. On déboursait. Alors, ça veut dire que il va falloir que moi, comme aidant, que je développe un peu d'autonomie et que j'installe un processus. Peut-être que c'est moi qui devrais faire des petites listes, puis je pourrais demander à l'aider de m'accompagner là-dedans. Alors, ça va être un processus commun d'apprentissage, tant que tout le monde est capable, d'aller chercher le support autrement. Oui, on le faisait déjà, c'était déjà une mécanique, mais en étant les deux dans la même démarche de dépendance, il y avait quand même un support mutuel. À partir du moment où l'aider a un trouble cognitif, il y aura, tu sais, souvent, il y a un va dire, ben, peut-être qu'il faudra aller faire nos achats de repas parce qu'il reste juste 2 repas dans le frigo. Mais si moi, je n'ai pas le mécanisme et l'autre non plus, ça ne marche pas, là. Alors, on continue. Donc, l'aidant autonome et l'aidé autonome. Alors, on est habitué de faire, et je vous dirais que c'est une version que j'entends très souvent, on est habitué de faire les choses chacun de nos côtés, de notre côté, pardon. Alors, moi, je m'occupe de mes occupations, mon travail, mes loisirs, tout ça. Ma conjointe ou mon conjoint, on prend le même exemple. Mon conjoint aussi fait ses affaires. Bien sûr, on vit ensemble, on est un couple, mais il n'y a pas de codépendance. Hein, on fait chacun nos affaires. Bon, le premier qui arrive prépare à manger ou à la maison le soir, ou bon, puis on échange. Puis donc, c'est un bon compagnonnage. À partir du moment où moi, comme personne autonome, je deviens aidant et que mon aidé, qui était une personne autonome, devient aidé, je dois avoir la préoccupation de moi pendant que je suis partie. Est-ce que tout va bien? Est-ce que mon aidé peut rester seul un certain temps? Est-ce qu'il a besoin de support? Est-ce que je dois demander un répit? Est-ce que je dois préparer des petites choses pour qu'il puisse manger toute la journée? Parce que moi, pour les différents repas, parce que moi, je vais être à l'extérieur. Est-ce qu'il a besoin d'aide pour prendre une médication? Et cette personne-là qui est l'aidé autonome, repensez tout à l'heure, quand on a regardé, que je vous demandais, je vous disais que ça faut, pour vous aider à être à la place de l'aider, c'est quoi les 3 éléments, qui allaient venir perturber un peu son quotidien? Il y a celui de, heu, accepter la maladie. Alors la personne autonome peut vivre des grandes difficultés à ce niveau-là, donc refuser que vous prépariez des choses, donc il faut les préparer quand même. Refuser que quelqu'un vienne à la maison, il faut quand même envoyer quelqu'un. Refuser, se fâcher si vous faites des appels. Alors, vous allez avoir une période de tiraillement et c'est là que vous devez revenir sur la pierre angulaire de la communication. Comment avez-vous toujours communiqué? Vous avez toujours communiqué d'une façon où vous êtes 2 professionnels qui échangez sur les choses que vous vivez et votre perception de la politique, de l'actualité, de la vie en général. Et là, qu'est-ce que votre aidé est en train de vous dire en réaction et en s'opposant à tout ce que vous faites? C'est: «Je suis capable et considère-moi comme j'étais avant». Continuez d'entretenir les mêmes communications. Continuez de lui faire confiance. Peut-être que et il faut prendre des risques, mais c'est vous qui connaissez chaque personne. Peut-être que vous devrez, préparer des petites choses ou faire exprès pour laisser, des, restants dans le réfrigérateur ou ailleurs pour qu'ils puissent grignoter sans avoir à demander de l'aide pendant un certain temps. Accepter qu'on va avoir besoin d'aide, c'est pas toujours facile. Et ça l'est encore moins quand on a pris des habitudes où on était très autonome et que personne n'avait à être au-devant de nous. C'est, un apprentissage. Alors, revenez à la pierre angulaire de communication, continuez à parler, pardon, d'actualité, de politique, de la vie en général, et à travers ça, installer de façon le plus subtilement possible les démarches de support pour votre aidé. Si la communication était facile avant, vous allez pouvoir en parler et dire: «Je trouve ça difficile de donner du support sans ton consentement».
C'est des choses qui peuvent se dire. Je trouve aidant si tu me dis comment ça va faciliter les choses pour toi. Qu'est-ce que je peux poser comme geste? Alors, à ce moment-là, vous pouvez au moins avoir une démarche où vous êtes plus sûr des gestes que vous posez. Donc, on s'en vient dans l'intervention. Au niveau de l'intervention, alors évitez de tester la mémoire. Vous, peu importe votre statut d'aidant, que vous soyez autonome, non autonome, dans tout ce qu'on a dit tout à l'heure, que vous étiez dépendant ou autonome. OK? Je vais reprendre ces termes-là pour pas qu'on se mêle. Et peu importe la personne, si elle était dépendante ou autonome, évitez de tester la mémoire. Et ça, je vois ça souvent, et surtout quand les gens ont un certain âge. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Est-ce que ça fait longtemps que tu as eu des nouvelles de telle personne? Ça, là, ça a l'air de dire, montre-moi que tu es correct. Il n'y a personne qui aime ça. Personne. Alors, ça va amener plus de confusion même. Parce que, rappelez-vous que la personne réagit avec sa tête, et là, vous lui demandez de faire un exercice avec sa tête, mais elle va réagir, oui, avec sa tête parce qu'elle cherche l'information, avec ses émotions et avec son corps. Peut-être que c'est pas de ça que cette personne-là a le goût de vous parler. Puis, est-ce que dans toutes nos relations humaines, est-ce qu'on fait ça quand on se rencontre? Eh, bonjour, ah oui, ben, au travail. Ah, bonjour, si je vois ma patronne ou mes collègues. Bon, est-ce que tu te souviens qu'est-ce que tu vas manger ce matin? Est-ce que tu te souviens que telle personne t'a téléphoné? On ne fait pas ça, hein? Pourquoi on le ferait dans un contexte où on a un aidé? C'est vraiment pas facilitant pour personne. Alors, vous évitez ça tout de suite. C'est pas normalisant. Donc, on l'enlève. Donner des détails sur les souvenirs, les moments agréables. Ça, le moindrement, prenez tout ce qui est autour de vous. Des fois, on se demande, ben oui, mais de quoi on va parler? Mon aidé a arrêté de travailler. On se parlait beaucoup de ça avant. Ou tu sais, il ne veut plus parler de politique. Bon, il parle le sens. Il a perdu l'intérêt à la vie. OK. Oups, vous trouvez une photo d'un enfant qui joue au ballon, vous pouvez vous dire qu'est-ce que ça vous rappelle. Hein, quand je vois cette photo-là, ça me rappelle telle chose. Puis il se passait ça. Vous n'êtes pas obligé de questionner l'autre, mais ça invite l'autre à s'introduire dans le souvenir. Vous pouvez dire, ah, c'était des beaux moments, on était ensemble à tel endroit, il s'est passé telle chose. Vous amener des détails sur un souvenir, c'est un bon exercice pour sa tête. Questionner, non. C'est différent, hein? Mais la personne va peut-être vous dire, qui est la personne qui est sur la photo? Qu'est-ce qui s'était passé? À quel endroit on était? Je ne reconnais pas cette place-là. Bien, ça peut arriver qu'on ne reconnaît pas. On essaie de placer les choses dans un contexte de normalisation. N'importe qui vous dit, je ne reconnais pas la place, on ne fait pas le saut. On se dit, ben oui, c'était chez madame une telle, on était allé faire une visite ou c'était dans tel parc quand on habitait à tel endroit, puis est-ce que ça va? Est-ce que tu replaces l'information? Mais si la personne ne replace pas, bien, c'est pas grave, mais moi, ce que ça me rappelle, puis hey, j'aimais ça, moi, quand on habitait là, ou j'aimais ça aller visiter tel temps. Revenez à vous, ce que ça vous rappelle, puis ça va aider la personne à retrouver le chemin dans sa mémoire ou à partager un bon moment avec vous. C'est ce qu'on veut. Évitez de poser des questions sur la journée de votre proche. Bien, ça, dans le tester la mémoire, c'est celui qui est le plus fréquent. Comment s'est passée ta journée? Rappelez-vous quand on était enfant ou si vous avez eu des enfants, les enfants reviennent de l'école, on dit: «Ah, qu'est-ce que tu as appris à l'école aujourd'hui?» «Rien». Souvent, c'est ça qu'ils vont nous dire. «Qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui?» «On peut pas». Ils s'en souviennent pas. On demande quelque chose de global. «Je suis allée à l'école». Mais si vous dites, «Ah, aujourd'hui, est-ce que ton ami, était à l'école? Ton ami André, est-ce qu'il était à l'école avec toi?» «Oui». «Est-ce que vous avez pu jouer ensemble à la récréation?» «Ah, là, vous allez avoir une tonne d'informations». Mais vous demandez quelque chose de vague, ça ne marche pas. Vous faites la même chose avec votre aidé. «Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui?» Néant total. La personne vous demandez d'aller chercher une information globale puis de vous résumer ça, là. Ça ne marche pas, là. Ça ne marche pas du tout, du tout, du tout. Vous pouvez dire,
Bon, aujourd'hui, je t'avais préparé, du pâté chinois. Est-ce que tu l'as trouvé à ton goût? Est-ce que, tu as eu, suffisamment, la quantité était correcte? Bon, ou bien: «Ah, je vois que tu as pas touché au pâté chinois, finalement, tu as choisi de manger autre chose. Est-ce que tu aimerais le manger pour souper, ton pâté chinois?» Ça peut passer. Ça, c'est normalisant. Faites juste penser dans un contexte normal avec n'importe qui n'a pas de maladie, ce serait quoi votre échange par rapport à la situation, puis par rapport à une journée? Évitez d'obstiner. Ça, c'est aussi une chose qu'il faut répéter souvent et probablement que je ne le dis pas encore assez souvent à mes aidants. Alors, je vous rappelle, ça donne rien. Vous vous obstinez avec une personne qui a un trouble neurologique qu'elle ne gère pas. Elle ne peut pas contrôler ça. C'est le système nerveux qui est en jeu, les neurones qui fonctionnent d'une façon qui n'est inhabituelle. Cette personne-là ne peut pas changer le processus de sa maladie comme ça, là. Oui, tantôt, on parlait des choses qu'on peut faire pour prévenir, qu'on a une incidence, entre autres, sur l'Alzheimer avec une bonne alimentation et tout, mais de vous obstiner avec et de dire, admettons, on revient sur le pâté chinois, la personne n'a pas mangé le pâté chinois et elle vous dit: «J'ai jamais aimé ça, le pâté chinois, je sais pas pourquoi tu me fais ça». C'était son plat favori. Vous commencez pas à argumenter: «Mais c'était ton plat favori, je comprends pas, c'est pas pour rien que je le fais, tu le sais, tu as toujours demandé ça, c'est même toi qui m'as demandé de le préparer». Non, on arrête ça là, là. La personne vous dit: «J'aime pas ça le pâté chinois». Son goût peut avoir changé. Peut-être que là, au moment où vous vous parlez, ce n'est plus son plat favori. Vous mettez ça de côté, du pas de problème, ça me fait un lunch pour demain. Qu'est-ce que tu aimerais manger maintenant? Regarde, j'ai tel plat, tel plat. Est-ce que tes papilles te disent un petit peu plus sucré, un petit peu plus salé, un peu plus piquant, un peu plus... passez à autre chose. Vous obstinez à dire à la personne que vous faites quelque chose qu'elle a déjà demandé ou il se passe quelque chose qu'elle connaît ou elle, elle connaît bien les gens qui se présentent. Ou c'est s'obstiner avec la maladie. Qui pense à s'obstiner avec une maladie? Non. Alors, ça donne rien. C'est pas de sa volonté que l'aider va vous argumenter avec vous. C'est même si on n'a pas regardé toutes les maladies, mais dans certains profils comme maladie à corps de Louis, où il peut y avoir des côtés paranoïaques un peu ou des côtés d'hallucination auditive, visuelle. Il peut y avoir plus d'arguments. Ça ne donne rien d'investir là-dessus. Ça ne donne rien. Vous perdez votre temps, votre énergie. Vous dites à la personne, oui, ça s'est passé comme ça. Comment veux-tu qu'on évite que ça se reproduise? Comment je peux aider à changer cette situation-là? Si ça ne donne rien de proposer, d'améliorer la situation, changez complètement le sujet. Voyez qu'est-ce que vous pouvez faire de façon autonome sans nécessairement consulter. Ça va peut-être aider, mais peut-être d'ouvrir la porte de mais comment tu te sens quand il se passe telle chose? Moi, je le vis pas comme toi, j'aurais le goût que tu m'en parles. Moi, j'ai pas vu telle personne rentrer dans la maison. Mon ordinateur est intact. Il y a personne qui est venu jouer dans mon ordinateur. Moi, mes codes sont bons. Toi, tu dis que tu prends le même ordinateur, tes codes sont plus bons, que quelqu'un est venu le changer. Je vous donne un exemple que j'ai déjà entendu. Euh, Comment on pourrait changer ça, toi et moi, pour que plus personne vienne changer tes codes? Comment on pourrait éviter, toi et moi, que la personne rentre? On barre les portes. Est-ce qu'on pourrait mettre une petite cloche, que quand quelqu'un rentre, ça sonne la petite cloche? Donc, si tu entends la petite cloche, tu sais que quelqu'un est là, moi aussi, on va intervenir. Peut-être que on peut avoir certains ordinateurs ont ce dispositif-là. Si quelqu'un essaie d'ouvrir votre ordinateur avec le mauvais mot de passe, ça peut faire une sonnerie. Alors, peut-être que vous pouvez aussi faire ça. Mais essayez de voir avec la personne ses solutions, puis essayez de trouver des choses simples, pas des choses compliquées et surtout pas des choses qui pourraient mettre en danger votre sécurité ou celle de votre aidé.
Vivre le moment présent et accueillir avec légèreté. Accueillir avec légèreté, peut-être ça va vous aider à éviter les obstinages. Vivre le moment présent. Qu'est-ce qui se passe ici maintenant? Essayez de ne pas mettre trop d'énergie à revenir sur des choses qui ont été passées. Pourquoi votre aidé a fait telle chose, il vous a dit telle affaire, ça vous a inquiété, vous ne le savez pas. Arrêtez ça tout de suite. Vous tracassez avec ça, là, mais votre aidé est déjà passé à autre chose. Et essayez de ne pas trop anticiper demain, après-demain, la semaine prochaine. Vous avez une conférence, un rendez-vous, vous devez vous absenter dans 2 jours. Mon Dieu, comment il va réagir? Non. Vous devez installer quelque chose de sécuritaire. Est-ce que votre aidé peut rester seul quelques jours? Est-ce que ça prend des gens qui viennent visiter? Vous ne consultez pas, là. Vous pouvez lui en parler, dire ton fils, ta fille, ta sœur, notre ami va venir, quelqu'un va venir. Pendant mon absence, tu ne seras pas seul. J'ai demandé d'avoir du support et quand la personne va arriver, elle m'appelle, je te parle et je te confirme que c'est la bonne personne. Installer des mécanismes parce que les aider, c'est généralisé. Au début, les premières fois, refusent que de nouvelles personnes s'introduisent dans la relation aidant-aidé. Ils vont vouloir créer, la symbiose se crée, ça devient velcro et étouffant, pas parce que la personne veut vous empêcher de vivre, mais parce que vous devenez sa ceinture de sauvetage. Enlever une ceinture de sauvetage à quelqu'un qui est en pleine mer, il est sûr de se noyer. Alors, de dire, j'enlève ta ceinture de sauvetage, mais je t'en mets une autre, il y a un moment de panique. Par contre, vous devez le faire. Sinon, on en perd 2, on n'en perd pas un, là. Comme me disait un certain médecin, on en a un de malade, on n'en veut pas 2. Alors, faites attention à ça. Donc, vivez le moment présent. Aujourd'hui, ici, maintenant, il se passe telle chose, on est bien ensemble ou on a telle chose à régler, on fonctionne comme ça. La personne vous dit, tu sais, quand hier, tu as fait ça, tu y penses maintenant. Vous pouvez le ramener à ici maintenant en disant, c'est maintenant que tu y penses. Est-ce que il y a quelque chose qu'on n'a pas discuté par rapport à ça? Est-ce que tu vis un malaise par rapport à ça? Est-ce que tu as des craintes par rapport à ça? Qu'est-ce que tu as le goût de me dire? Qu'est-ce que ça te fait vivre comme émotion? Souvent, on l'a déjà dit, mais je vais vous le répéter, dans toutes les maladies cognitives, ce qui va rester jusqu'au dernier souffle, ce sont les émotions, le souvenir émotif. Alors, c'est ce qui prend de plus en plus de place. Même si la personne perd la mémoire ou certaines facultés, perd de l'autonomie, perd des facilités de communication, il va toujours rester la partie émotive. Même si la personne ne vous reconnaît pas, il va rester la partie émotive. La personne sait, comme c'est inscrit dans son corps, quand vous êtes là, elle se sent en sécurité. Elle ne sait pas c'est qui, mais cette personne-là lui fait du bien. C'est ça qui compte. Alors, votre voix, votre présence, votre odeur, parce qu'on fonctionne avec tous nos sens, vont être rassurants parce que vous êtes la personne qui est son aidant. Si vous avez toujours une relation de conflit, bien, peut-être ça va devenir un irritant, alors il faut trouver un substitut. C'est quand même rare, mais ça peut arriver. Si vous avez, parce que je vous ai dit de rester dans le moment présent, si vous avez à vous absenter et à planifier des choses, bien sûr qu'il faut anticiper, mais pas anticiper avec les craintes de comment va réagir l'aidé, mais davantage comment je peux assurer sa sécurité et la mienne. Comment moi, je peux aller à mon congrès ou aller passer 2 jours de répit à reprendre mon souffle et à me détendre et à me faire du bien, et comment cette personne-là peut être en sécurité en même temps. Vous n'avez pas à consulter l'aidé qui a un trouble assez important qui va faire qu'elle va refuser l'aide et qu'elle va s'obstiner avec vous. Malheureusement, non. On va devoir imposer le support comme on va devoir imposer une ceinture de sécurité à une personne qui est en haute mer et qui n'a rien pour se sauver. C'est vraiment penser à ça comme ça, là. Votre but, c'est d'aider la personne. Votre but n'est pas malsain, vous êtes bienveillant. Alors, dans certaines situations, malheureusement, il faut forcer la donne. Mais sécuriser la personne en disant, quand
la personne de répit ou du service de baluchon va arriver. Elle va m'appeler. Vous pouvez donner des consignes aux gens qui sont là pour vous substituer. Elle va m'appeler, je vais te parler au téléphone, tu vas voir, on va se confirmer les choses, tout va bien se passer. Et quand je vais revenir, je vais t'appeler pour dire, je suis à quelques minutes de la maison, tu t'inquiètes pas, j'arrive bientôt. Ça va sécuriser la personne. Même si elle vous dit non, j'en veux pas, il y a quand même, c'est inscrit quelque part, même si on dit que la personne n'a plus la mémoire récente, ça reste quand même inscrit et quand les choses vont se passer, ça va quand même amener un peu d'apaisement. OK? Pensez à vous, pensez à l'autre, pensez à l'image de en haute mer, vous êtes les deux, vous êtes la ceinture de sécurité et quand vous enlevez votre ceinture de sécurité, la présence de votre ceinture de sécurité, vous devez mettre celle d'un autre pour ne pas laisser la personne périr en mer. C'est gros comme image, là, mais si ça peut vous aider, utilisons ça. L'humour. 99% des fois, l'humour va faire du bien à tout le monde. Rire à tous les jours fait énormément de bien. D'ailleurs, quand on est jeune, on rit une quantité incroyable. Quand on est enfant, là, une grande quantité par jour. Malheureusement, en vieillissant, plusieurs perdent cette faculté-là. C'est très bien de le ramener. Là, on parle d'humour, de rire ensemble et non pas de situations qui peuvent être humiliantes ou sarcastiques. Là. On évite ça le plus possible, bien sûr. Là. On ne va pas là-dedans. Et dans les subtilités, on fait attention. Quand on est une personne confuse, ce qui va amener du rire, une situation cocasse qu'on va dire, oups, mon doux, la personne a mis son gilet à l'envers. Ah, je ne savais pas si tu allais vers moi ou si tu t'en allais. Ton gilet est à l'envers, je vais t'aider. On va le remettre du bon sens. Mais on peut faire une blague avec ça et non pas dire, ben voyons, tu t'es habillé à l'envers. Pensez à vos réactions, essayez d'être vous-même quand même. Là, je ne vous demande pas de changer votre personnalité, mais si vous êtes quelqu'un qui est capable d'amener un peu d'autodérision de toutes parts, profitons-en. Sinon, si c'est contre nature, bien, faites juste penser que parfois sourire, ça aide à dédramatiser beaucoup de choses. Utilisez les 5 sens et le champ émotif. Bon, j'en ai un petit peu parlé tantôt. Le but, c'est pas nécessairement de faire une super autopromotion, mais j'ai fait 6 vidéos YouTube qui touchent les 5 sens et la spiritualité. Donc, vous pouvez les utiliser, aller les voir, ça va vous aider à vous rafraîchir la mémoire, pardon. Mais utiliser les 5 sens, ça va vous permettre d'abord de ne pas être au dépourvu. Il y a des situations où l'aider va perdre certaines facultés qui est au niveau peut-être de l'audition, au niveau de la voix, au niveau de visuel, le toucher aussi. Alors, donc, il faut penser à tous les autres sens qui peuvent être stimulés. Donc, on va voir dans les cas de Parkinson-Alzheimer que l'odorat et le goût peuvent être affectés, parfois de façon temporaire, parfois de façon permanente, alors ou modifiés. Donc, utiliser tout le reste, c'est important. Donc, allez voir ces choses-là pour vous aider. Le champ émotif, c'était surtout pour vous rappeler quand la personne vous verbalise des choses, votre aidé vous verbalise des choses, d'aller chercher ah oui, ça te fait plaisir quand on fait telle activité. Ah oui, tu aimes tel plat qu'on vient de manger ensemble. C'est bien parce que ça ramène la personne à des choses confortables. Alors, on va chercher le champ émotif le plus positif possible. Et quand la personne est désorganisée ou en colère ou des choses comme ça, nommer l'émotion va aider la personne à se sentir comprise et aller vers autre chose. Ensuite, ajuster les attentes à des choses simplifiées. Bon, une étape. C'est un peu ce que je voulais aborder tout à l'heure. Comme aidant, il faut apprendre à modifier nos attentes par rapport à l'aider. On va reprendre les schémas de aidant, aidé, qui sont dépendants, autonomes, OK? Revenez dans ces schémas-là. Si, peu importe votre aidant, qu'il était autonome ou dépendant, et peu importe que vous étiez dans un ou l'autre, vous allez avoir à apprendre à développer ce mécanisme-là. En tout cas, si vous le voulez, je vous le propose pour vous simplifier la vie, d'y aller par étapes. On va prendre un exemple de repas encore.
Vous préparez le repas, votre aidé tourne autour, dispute, n'est pas de bonne humeur, vous demande beaucoup d'attention. Vous lui dites: «Viens m'aider à préparer le repas». La personne fait: «Oui, OK, reste à côté de vous, fais rien». Vous dites: «Voici la nappe. Veux-tu aller mettre la nappe sur la table?» Ensuite, la personne revient, elle a mis la nappe ou elle met la nappe, elle reste à côté de la table. Vous dites: «Viens ici. Maintenant, voici les ustensiles. Veux-tu les mettre sur la table?» Peut-être qu'elle va juste les mettre en vrac sur la table, peut-être qu'elle va bien les disposer. Ça va dépendre de son atteinte, ça va dépendre de comment elle se sent. Et si c'est quelqu'un, quand on parle de la maladie de Parkinson, qui n'a pas nécessairement un trouble au niveau de la confusion, mais ça va faire un peu d'exercice et c'est très important l'exercice, des choses simples comme ça. Alors, vous voyez, il est décortiqué par étapes là, de comment la personne peut vous aider à faire le repas. Oui, ça peut sembler lourd au début, mais après un certain temps, vous vous en rendrez même pas compte et ça va être quelque chose de très, très simple. Si vous dites juste, ben, aide-moi donc à mettre la table, ça ne dit rien. Puis, mettre la table, qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un? Ça veut dire on la tasse, ça veut dire ça peut ne plus avoir de sens pour quelqu'un. Alors, vous y allez par étapes, on décortique toutes les choses. Donc, ça va diminuer votre attente. Vous ne vivrez pas d'irritant, la personne non plus. Il n'y a pas de déception. Puis ça permet à tout le monde de vivre un bon moment. Alors, c'est des petites choses comme ça qu'on peut faire. On est déjà rendu à se parler des ressources. Donc, les ressources autour de vous, autour de nous, ici à l'île d'Orléans, bien sûr, il y a l'Association bénévole de l'île d'Orléans, la Bio. Alors, nous avons les services pour les proches aidants avec moi, donc les groupes de rencontres, café-causerie qu'on fait présentement de façon virtuelle et bientôt, on va pouvoir se faire des rencontres, des réunions de façon virtuelle. Vous pouvez toujours téléphoner ou écrire pour avoir un certain support. Vous pouvez aussi obtenir du répit quelques heures par jour, quelques heures par semaine. Vous pouvez avoir du transport. Maintenant, on a recommencé le transport avec on a adapté à la pandémie, donc à la situation COVID. Vous pouvez avoir de la popote roulante. Vous pouvez aussi avoir de la référence. Nous appeler, dire, bien, comment je fais pour avoir tel service à l'île d'Orléans, des choses comme ça. On va pouvoir vous aider. Vous avez la ligne Info Aidant. La ligne Info Aidant, on va le voir tout à l'heure, le numéro de téléphone, qui peut aider toutes les personnes dans la province de Québec. La ligne Info Aidant va répondre à tous vos besoins comme aidant, va vous diriger vers les bonnes ressources, je devrais plutôt dire. Vous allez avoir de l'écoute de 8 heures le matin à 20 heures le soir, du lundi au vendredi. Alors, c'est un organisme qui peut beaucoup vous aider comme aidant. La Société Alzheimer de Québec, vous allez voir dans la bibliographie qu'on va décortiquer un peu ensemble, la Société Alzheimer de Québec va offrir du support pour l'aider qui a un diagnostic d'Alzheimer et pour l'aidant. Il y a des groupes distincts pour chacun et il y a aussi de l'accompagnement individuel qui est possible. Société Parkinson, vous avez aussi des services. Le Baluchon, c'est un service de répit qui peut être de plusieurs jours. Alors, Info Aidant vont vous donner l'information adaptée à votre situation. Monastère des Augustines qui travaille aussi avec tout le monde des aidants en offrant du répit à des frais minimes, vraiment, et dans une ambiance et dans un accompagnement. Il y a des bénévoles qui sont là pour vous écouter si vous avez un trop-plein, que vous avez besoin de parler. Et je vous rappelle que le CLSC et les médecins sont là pour vous aider. Vous savez, ici, dans la province de Québec, on a un service qui est le 811, qui est un service que vous pouvez avoir l'écoute d'une infirmière si jamais vous avez des soins à donner et que vous ne savez pas comment les faire, ou au même 811, un service psychosocial, d'un intervenant psychosocial qui peut vous dire oui, présentez-vous au CLSC, un intervenant va être là, ou oui, j'entends votre demande, on va ajuster des choses par rapport à votre situation, peu importe. Ce qui est important, c'est de votre façon respectez votre façon d'assumer votre rôle d'aidant sans jugement. Évitez de vous rendre responsable et coupable de tout. Vous faites avec votre personnalité le mieux que vous pouvez et c'est ça qui compte, c'est ça qui est important. Affirmez vos choix. Lorsque vous êtes dans des situations où vous demandez de l'aide, du support d'un organisme, restez ferme dans vos choix. Vous n'êtes plus capable de préparer les repas,
c'est important de le dire comme ça. Je ne suis plus capable d'assumer ça parce que j'ai trop de responsabilités ailleurs. Si vous arrêtez de travailler, vous allez perdre la maison, vous serez plus capable de donner d'acheter les médicaments. Ça, c'est important de le signaler, de le dire. Affirmez vos choix et sans vous juger toujours, là. Et puis, faites confiance à votre expertise. Vous, comme aidant, là, vous êtes probablement la personne qui connaissait le mieux l'aider. Vous savez qui est cette personne-là. En dehors de la maladie, vous la connaissez, cette personne-là. Vous savez ce qu'elle n'aime pas, ses besoins, sa façon de vivre habituellement. Vous êtes le plus grand professionnel que l'aider peut avoir. Faites confiance à ça et ne négligez pas cette expertise-là. Dans la bibliographie, c'est tous des liens Internet. J'ai beaucoup utilisé mon expérience professionnelle là, pour préparer cette rencontre-là aujourd'hui. Mais, je vais tasser ça ici. On va quand même regarder, vous avez l'appui Capital National parce que vous avez énormément d'informations là, dont les mythes au sujet des personnes proches aidantes, la Société d'Alzheimer qui a un site Internet, Parkinson, il y a énormément de bagages là-dedans. Vous avez donc excusez, celui-là ici, la QNP, qui est l'Association québécoise des neuropsychologues. Il y a d'informations qui peuvent vous aider là-dedans. Et vous avez ici le site du CIUS Capital National pour la province de Québec, pour la ville de Québec, pardon. Toute la capitale nationale, région 03. Je vous ai ajouté ici des vidéos, 5 petits vidéos, c'est vraiment court, que vous pouvez regarder avec votre aidé si vous pensez qu'elle est concernée. Mais ça vaut vraiment la peine. Ce sont les vidéos que la Société Alzheimer Québec a faites avec des gens qui avaient un diagnostic d'Alzheimer, différents stades et différents catégories, dont certains accordent de l'ouïe, d'autres avec d'autres éléments qui font partie de leur maladie, et les aider disent comment les aider et comment ils se sentent. Alors, je vous les ai mis parce que c'est vraiment un coffre à outils, une trousse de premiers soins magnifique que la Société d'Alzheimer nous a fait là. Alors, donc, on est déjà sur le mot de la fin. Vous avez l'adresse du site Internet de la BIO, l'Association bénévole de l'île d'Orléans. Vous pouvez consulter pour voir nos services. Mon adresse email, mon adresse que vous pouvez utiliser pour m'envoyer vos suggestions, commentaires, demandes, ne vous gênez pas. Et vous avez ici, dans le bas de l'écran, l'information pour Info Aidant, service de l'appui Capital National, donc le 1-855-852-7784, qui est vraiment, moi aussi, je l'utilise. Donc, ça peut être très salutaire pour vous. Évitez pas à l'utiliser. C'est 99 du temps, c'est une personne qui vous répond. Ce n'est pas un répondeur, ce n'est pas une machine. Alors, ça vaut la peine c'est un excellent service. Je vous invite à prendre soin de vous. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça permettrait que vous allez recevoir des notifications pour vous dire quand il y a une prochaine vidéo, parce que l'horaire du mois d'août n'est pas préparé encore. Honnêtement, j'attends le développement de certains éléments de fonctionnement pour préparer les prochaines vidéos. Il y a aussi qu'on va reprendre les cafés-causeries par le biais de Zoom. Donc, ça va peut-être faire qu'il va y avoir moins de vidéos de façon mensuelle. Alors, surveillez le tout, abonnez-vous, ça vous permet de recevoir les informations adéquates. Alors, voilà, donc je vous remercie, c'est tout pour moi. Et prenez soin de vous, prenez soin des autres, oui. Rappelez-vous que vous êtes une personne et que l'autre aussi en est une et que vos personnalités restent les mêmes. C'est la situation qui a changé. Alors voilà, c'était mon message pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt.